Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, un peu à la manière de mon épisode sur Blade Runner, je vais utiliser une adaptation pour vous poser une question apparemment simple, mais en fait plus complexe que cela. À qui appartient une histoire ? Et pour répondre à cette question, je vais utiliser l'exemple du livre Solaris de Stanislav Lem et son adaptation la plus récente de 2002, réalisée par Steven Soderbergh. Alors on va passer très rapidement sur la version de 1971. Peut-être que j'y dédierai une vidéo entière à un moment donné, je sais pas encore. Et tout d'abord, avant de nous lancer dans le vif du sujet et notre petit débat du jour, parlons un petit peu des synopsis. Et oui, je dis des volontairement. Pour expliquer le titre, Solaris est le nom d'une planète océan orbitant autour de deux soleils et dont l'océan étrange forme de nombreuses formes gigantesques à sa surface, au point qu'une nouvelle discipline scientifique, la solaristique, se forme et où il est discuté l'idée que l'océan serait une forme de vie et intelligent. Malheureusement, la recherche n'avance pas et peu à peu moins de financements sont alloués à cette recherche. Ça, c'est les prémices. Dans le livre, nous suivons Kelvin, un psychologue tout juste arrivé sur la station orbitant autour de la planète, venu suite à un message étrange d'un ancien ami, le docteur Gibarian, ou Gibarian. Ça dépend des versions. Parce que j'ai entendu les deux, et dans le film, suivant les langues, ils disent les deux. À son arrivée, il constate que la station est en désordre, que Gibarian s'est donné la mort, et que les deux autres personnes présentes, Sartorius et Snout, ne sont pas tout à fait nettes, voire même carrément chelous. Lui aussi commence à ne pas être tout net, pas tout net, c'est drôle, puisqu'il voit sa femme qui s'est causé la mort il y a 10 ans de cela. Il comprend que les deux autres scientifiques sont aussi poursuivis par des visions, des créations de l'océan de Solaris, puisées dans leurs souvenirs et immortelles, révélées par une confrontation hostile et où Harry, la pseudo-femme de Kelvin, se régénère sans aucun souci. Kelvin devient de plus en plus happé par sa relation avec Harry, ou Harry peut-être plus ça, plutôt Harry. Harry! I protest! Harry, you put your name in the cover of the fire! Au point où ses collègues doivent le convaincre qu'elle ne survivrait pas à son retour sur Terre, et il prépare une sorte de sommeil artificiel pour se débarrasser des entités de Solaris. Harry accepte que Sartorius l'utilise pour son expérience, et donc de se tuer, malgré toutes les questions que les trois scientifiques se posent sur l'origine et la raison d'être des entités. Kelvin décide d'aller sur Solaris et d'amérir, où une vague viendra le toucher. Le roman se termine sur Kelvin qui retourne sur la station, sans qu'aucune des questions, ou ce qui advient des personnages, n'ait connu du lecteur, laissant une fin ouverte. Chris Kelvin, interprété par George Clooney, est un psychologue menant une vie un peu terne. Il reçoit un appel de détresse de son ami Gibarian, ou Gibarian, je vous avoue que je ne sais pas trop comment le dire, parti à bord du Prometheus pour la planète Solaris. L'équipe de secours n'ayant pas donné signe de vie, la DBA, l'agence spatiale ayant remplacé la NASA, place beaucoup d'espoir en Kelvin. Il arrive sur la station et y découvre une scène étrange et inquiétante. Des traces de sang, le cadavre de Gibarian et des bruits peu rassurants. 2 survivants sont restés. Snow, joué par Jeremy Davies, l'informaticien, et Gordon, interprété par Viola Davis, le médecin, tous deux agissant étrangement et restant étrangement froids et distants sur ce qui leur arrive. Snow lui dit tout deux fois que Gibarian s'est suicidé et que l'enfant qu'il entend parfois est son fils, alors que celui-ci est resté sur Terre. Kelvin va se coucher et on voit un flashback de sa rencontre avec Rhea, jouée par Natasha McElroy, alors son épouse, alors qu'il part pour Solaris. À son réveil, Rhea l'attend et il la tue en la balançant dans l'espace. Il avoue à Snow qu'elle est morte sur Terre. Prochaine nuit, prochain flashback, où on suit les débuts de leur relation et à son réveil, une nouvelle Rhea l'attend, lui disant qu'elle n'est pas exactement celle dont il se souvient et d'autres rêves nous montrent le développement chaotique du couple jusqu'à son suicide. Il en parle à Gordon, qui lui dit que Rhea est une création de Solaris, utilisant ses souvenirs contre lui et lui propose de la détruire, ce que Kelvin refuse. Il se rendort une nouvelle fois, et c'est cette fois Gibarian qui lui apparaît, lui disant qu'il n'y a pas de réponse à ce que Solaris veut d'eux, mais des choix. Rhea essaye de se tuer en avalant de l'oxygène liquide, mais cicatrise presque instantanément devant Gordon, Snow et Kelvin, où on apprend que Gordon a déjà eu les mêmes visions de résurrection. Gordon lui explique comment tuer ses visions, appuyé par Rhea, mais Kelvin commence à déconner sérieux du bulbe et s'enferme dans sa cabine. Il se réveille devant Rhea, ayant accepté que Gordon la détruise, scène teintée des flashbacks de la découverte de son corps sur Terre. Gordon veut que Kelvin quitte la station avec elle, mais il découvre le corps de Snow caché dans la chambre froide.
Ils comprennent que Snow était également une entité, et alors qu'ils veulent le tuer, Snow, entité, leur apprend que la machine, utilisant des antibosons de Higgs, ne fait qu'attirer la station vers Solaris, et menace de la faire s'écrouler sur la planète, car ayant acquis trop de masse. Il choisit au dernier moment de rester, regardant Gordon partir seul dans la navette, alors que la station se désintègre sous l'attraction de la planète. On retourne alors sur Terre dans la scène du début, et on comprend alors que Kelvin est devenu lui-même une entité, et où Rhea lui explique qu'il n'est plus vivant, ni mort, mais où tout ce qu'ils ont fait avant leur a été pardonné. Bon, vous voyez, il y a pas mal de différences. Mais en même temps, les deux histoires restent assez similaires, même si les fins sont différentes, mais le gros de l'histoire en elle-même est relativement la même. Et là, vous allez me dire, quelle est donc la diable utilité de ce versus? Très bonne question. Ce qu'il faut savoir à ce moment de la vidéo, c'est que le livre a déjà été adapté en 1971 par le réalisateur russe Tarkovsky, et que Lem a détesté le film, et a passé littéralement le reste de sa vie à mal parler sur le film et sur le réalisateur. Pas ouf. Et d'ailleurs, il n'a pas franchement apprécié la vision de Soderbergh non plus, la trouvant plus proche de la comédie romantique qu'autre chose. Et c'est vrai que si le film de 2022 suit l'histoire de manière assez grossière, l'ambiance est complètement différente. Dans le livre, Lem offre une vraie introspection sur l'humanité, ses désirs et ses peurs, exprimée par Kelvin à un moment par l'idée que l'homme soit allé explorer d'autres horizons avant de s'explorer lui-même. Question très intéressante. Solaris et ses entités offrent un miroir de l'âme humaine, tourmentée par son passé et par la découverte de ce qu'elle est et ce qu'elle veut réellement. Le film explore peu ces tourments, dans des scènes souvent trop courtes et trop peu nombreuses pour vraiment aller au fond de l'idée de Lem. Et je dirais également que la plus grosse différence entre les deux œuvres se trouve dans l'utilisation de l'idée même de Solaris. Dans le livre, Kelvin étudie activement la planète, ses courants, ses changements, et sont souvent décrits dans le livre, alors que dans le film, il n'interagit absolument pas avec, ne l'utilisant que comme un background à l'histoire. Et c'est personnellement mon plus gros problème avec le film. Solaris n'est utilisé qu'à peine pour expliquer les entités, mais pas en tant que presque personnage principal qu'elle est dans le livre. Dans l'œuvre de Lem, la planète est constamment référencée et prend une part active dans le mystère qui entoure les fameuses entités et leur signification. Dans le film, c'est complètement survolé, ce qui fait que ça change quand même pas mal l'idée qu'on se fait de ces entités et de leur utilité. Le film semble laisser à penser que les forces de l'univers, et Solaris donc, ont un but, un propos presque spirituel et transcendant, religieux, alors que Lem y applique une vision plus scientifique, moins centrée sur l'affect, plus aléatoire et donc moins anthropomorphisée. Et du coup, nous revenons sur ma question de départ, en la changeant légèrement pour faire le lien avec mon petit paragraphe précédent, à qui appartient l'interprétation d'une histoire? Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur Blade Runner, mais une histoire vit bien au-delà de son médium de base, et toute adaptation va irrémédiablement entraîner des modifications sur sa perception et son message. Ceci étant dit, j'ai souvent moi-même utilisé l'argument que l'auteur de l'histoire de base étant celui qui l'a créée, c'est lui qui sait mieux que les autres quel est son propos, son message et son but. Et donc, qu'elle lui appartient bien au final. Mais je souhaiterais aller plus loin et nuancer cette réflexion. Oui, l'auteuriste d'une histoire est celui ou celle qui lui a donné corps, et qui est le plus à même de pouvoir en parler et offrir des éléments de réponse dessus. Ceci dit, est-ce que ça veut dire que l'histoire lui appartient complètement? Non. Je pense qu'il est sain et nécessaire d'accorder une marge d'interprétation, surtout avec des histoires comme Solaris, qui ne sont pas tant directes, mais où tout est sujet à l'interprétation qu'on s'en est fait et aux sensibilités et rapports sur l'homme, l'âme, l'amour de chacun. Avec de tels livres, il est normal de s'ouvrir à une interprétation différente, parce que c'est ce qu'ils cherchent de nous à la base, trouver pour nous et en nous les clés qui nous permettent d'appréhender l'histoire. Que Soderbergh y voit plutôt un pamphlet entre la raison scientifique et la foi, et qui centre plus son histoire sur la passion amoureuse de Kelvin, ça peut se comprendre, parce que le personnage de Harry/Rhea et sa relation au héros est aussi très importante dans le livre, même si moins centrale. Ça ne veut pas dire que Soderbergh a tort de voir l'histoire telle qu'elle est, mais que son interprétation à lui nécessite de laisser la part belle à l'histoire d'amour entre les deux protagonistes. Le médium visuel ne permettant pas une introspection interne aussi importante que le médium écrit, cela va de soi. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'une fois écrite, l'auteur perd tout droit de regard sur sa propre histoire? Prenons un exemple qui vous parlera sûrement beaucoup plus avec Harry Potter. Harry, I protest! Harry, you put your name in a goblet of fire. Oui, je cite Harry Potter. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si celle dont on ne doit pas prononcer le nom a apparemment été très active dans le processus de création des films, il va sans dire qu'une fois portée à l'écran, son histoire a dépassé très largement ce qu'elle a écrit sur le papier.
et que le monde de Harry Potter ne lui appartient plus totalement. Que ce soit à travers les fanfictions ou juste tout simplement dans l'esprit des fans, Harry Potter n'est plus simplement le fruit de l'imagination de Rowling, mais bien une entité à part. Pour un autre exemple un peu plus court, laissez-moi vous introduire Oran First. Non, vous connaissez sûrement déjà tous ce moment, mais pour la faire courte, un des plans de Star Wars aurait été oublié, coupant la discussion entre Han Solo et Gridou et rendant l'idée que Han a en effet tiré en premier plus floue. Avec les rééditions du film, les fans se sont horrifiés sur une toute nouvelle scène intercalée en CGI, je l'avoue un petit peu dégueulasse, où Gridou et Han tirent plus ou moins ensemble simultanément, rendant l'idée que Han est un fiefé coquin sans vergogne plus difficile à déterminer, et donc mieux pour le public enfantin. Dans ce cas, est-ce l'imaginaire collectif qui a raison et qui veut que, en effet, Han shot first, ou Lucas qui souhaitait qu'il fucking shot together? C'est difficile à déterminer précisément parce qu'entre le moment où le film a été tourné et réédité, celui-ci n'appartient plus à 100% à son réalisateur, mais aussi au public. Alors, je ne vais pas dire que le public a toujours raison, on l'a vu suffisamment de fois pour savoir que c'est faux, mais il est important de le prendre aussi en compte lorsqu'on remanie des histoires. Et je pense que c'est ça que Lem n'a pas compris dans ses réactions aux deux adaptations qui ont été faites de son histoire. Oui, sa vision prévaudra toujours parce qu'il est effectivement le créateur de l'œuvre, et que des points flous qu'il a laissés volontairement ou non ne pourront être éclaircis que par lui. Mais le public est en droit d'en sortir avec une interprétation ou une idée complètement différente, précisément à cause de ces zones de flou. Prenez la fin de Blade Runner encore une fois, seul Scott saura réellement si Deckard est un androïde, et à la fin de The Thing, seul Carpenter peut effectivement dire lequel des deux survivants est la chose. En définitive, je dirais qu'une œuvre et une histoire appartient avant tout à elle-même et pas à son créateur ni au public. Une fois publiée et au grand jour, une histoire n'a de compte à rendre à personne. Et d'ailleurs pas rare que les auteurs changent d'avis et apprécient de nouvelles adaptations, ou n'assument pas leurs idées et essayent d'utiliser leur statut de créateur pour modifier une histoire qui n'a jamais de base suivi les idées nouvelles qu'ils souhaitent leur apporter de manière presque posthume. N'est-ce pas Rowling? Et je trouve que Solaris est un bon exemple de ça, parce qu'en soi, comme je le disais, la version de 2002 n'est pas très différente du livre. Elle offre juste un regard plus appuyé sur l'histoire d'amour et moins sur l'aspect plus pragmatique de la chose. Pas par bêtise ou par simplicité, mais parce que c'est bien un des aspects de l'histoire et qu'elle offre plus d'émotions visuellement pour ce médium. Soderbergh ne cherche pas à posséder l'histoire et à la rendre sienne, mais en offre une vision autre, qu'il a peut-être plus touché lui et qu'il sait touchera plus son public. Non pas parce que la vision de Lem n'est pas bonne ou valide, mais parce qu'une histoire peut être contée de manière différente. Je peux comprendre le point de vue de Lem. Après tout, quand tu te casses les balls à écrire une histoire, tu as envie qu'elle soit respectée si un jour elle est adaptée. C'est le minimum syndical. Mais il faut aussi savoir apprécier qu'on ne peut pas contrôler l'appréciation que les autres se font de son récit. Parce qu'une histoire vit différemment pour chaque lecteur, chaque visionneur, parce qu'une histoire n'appartient vraiment qu'à elle-même. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Solaris, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait un petit peu comme pour Blade Runner où j'ai pas vraiment dit les différences exactes parce que ça s'applique pas forcément à ce film, mais je voulais vraiment avoir une discussion sur l'appartenance d'une histoire à un auteur ou au public ou aux réalisateurs qui suivent après lui parce que je trouve que c'est super intéressant. Et voilà, c'est toujours une question qui revient assez souvent dans mes vidéos et j'avais envie vraiment pour une fois de me poser et d'en parler de manière un petit peu plus centrée, parce que ça allait parfaitement avec ce film et avec ce livre pour le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours plaisir. De me suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci aux tipeurs comme toujours de leur soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous en avez les moyens, si vous en avez les envies, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Tipeee. Merci encore une fois à tous pour votre accueil également. Voilà, sur mes dernières vidéos, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous plaisent. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'univers.